Le trajet en train vers Deauville pour le réveillon de Noël avait été exceptionnellement calme. J'avais choisi une place côté fenêtre dans le train intercité au départ de Paris, regardant les toits gris de la capitale se dissoudre dans le bocage normand pendant que les autres passagers faisaient défiler leurs écrans de téléphone. Ce n'était pas une entrée très glamour, mais cela servait parfaitement mes intérêts. En descendant sur le quai, le vent de la Manche était glacial, transperçant mon manteau pratique alors que je me tenais seul. Sur la colline, ma famille observait depuis les immenses baies vitrées d'un manoir que j'avais secrètement sauvé de la saisie immobilière. Ma simplicité était le camouflage parfait pour mon empire de 5,2 milliards d'euros. J'avais dépensé des millions dans des agences de relations publiques d'élite et des barricades juridiques pour garder mon nom hors du classement Forbes France. Cachant mon identité derrière un réseau complexe de sociétés écrans anonymes qu'aucune bourgeoise de la côte normande ne songerait jamais à examiner. Assise ici avec mon café, regardant le monde défiler, cela me fait réaliser à quel point nous nous cachons tous derrière notre propre camouflage. D'où regardez-vous cette vidéo aujourd'hui, et quelle heure est-il chez vous? J'ai hâte de lire vos commentaires. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai poussé ces lourdes portes. J'ai poussé les lourdes portes en chêne du domaine, et l'odeur des luxueuses aiguilles de pin mêlée à celle d'un jugement subtil a immédiatement rempli mes poumons. Béatrice se tenait dans le vestibule, ses diamants accrochant la lumière d'un lustre que j'avais discrètement payé au printemps dernier. Elle ne m'a pas proposé de câlin. Au lieu de cela, elle a regardé sa montre, la bouche fine et pincée. Elle m'a demandé si le train avait eu du retard, soulignant à quel point les transports en commun étaient notoirement peu fiables pour une personne de mon âge, c'est-à-dire 35 ans. Derrière elle, Charles a surgi du bureau avec un verre de cognac hors d'âge qui coûtait plus cher que mon billet de train. Il m'a appelé l'éternel abonné de la SNCF, riant comme si c'était une blague que nous partagions tous les deux. Je n'ai pas ri. J'ai simplement posé mon sac et regardé le personnel de service dans leurs gants blancs impeccables se déplacer dans le grand salon comme des fantômes. Chloé était déjà là, appuyée contre le comptoir en marbre avec une coupe de champagne millésimée. Elle n'a pas levé les yeux de son téléphone avant que je ne sois à moins d'1 mètre d'elle. Elle m'a demandé si j'avais vu son nouveau véhicule électrique de luxe dans l'allée. 260 000 €, s'est-elle vantée, décrivant l'intérieur en cuir sur mesure comme s'il s'agissait d'un exploit de haut rang. Elle a murmuré à Charles que j'étais probablement trop fier pour admettre que je n'avais pas les moyens de m'offrir autre chose qu'un abonnement de train régional. Je les ai écoutés discuter du gala 5 étoiles qu'ils avaient organisé pour la soirée avec une équipe de traiteurs privés et un quatuor à cordes. Ils agissaient comme si ce style de vie était un droit de naissance naturel, ne se demandant jamais pourquoi la banque avait cessé d'envoyer des avis de saisie. Il y a 3 ans, la maison grouillait de l'élite de Deauville. Tout le monde était parfaitement habillé et parfaitement superficiel. Charles a annoncé à un groupe d'investisseurs que j'étais la vagabonde de la famille, jouant toujours avec mon petit truc de logistique pendant que la vraie vie me passait sous le nez. La colère n'a pas été bruyante cette fois-ci. Elle était clinique. J'ai réalisé que ma présence ici n'était qu'un accessoire pour rendre leur succès conventionnel plus éclatant. J'avais été l'investisseuse silencieuse dans leur version de la famille pendant beaucoup trop longtemps. Ma compassion avait été un luxe sur lequel ils avaient tiré à découvert pendant des années, et maintenant le compte était vide. Je me suis excusé et j'ai marché vers le calme du couloir arrière. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas demandé pourquoi ils avaient choisi d'être ainsi. J'ai simplement sorti mon téléphone de ma poche et ouvert l'application de Zenith Finance Global. C'était une interface numérique froide, rien que des faits et des chiffres. J'ai navigué jusqu'au fonds d'entretien du patrimoine. Ce compte couvrait l'équipe de sécurité privée, les grands chefs dans la cuisine, et tout le personnel de service servant actuellement des petits fours à 300 invités. Pendant 3 ans, j'avais fait tourner cette maison sur un modèle d'abonnement, et j'étais la seule à payer la facture. Je n'ai pas hésité. D'une simple pression du doigt, j'ai passé le statut du fonds en inactif. Ce n'était pas une crise de nerfs. C'était un ajustement de bilan. Je suis resté là, dans le silence, à regarder l'écran s'illuminer. Je savais exactement ce qui se passait de l'autre côté de ces murs. Chaque membre du personnel dans cette maison a reçu une notification synchronisée sur son appareil mobile. Un avis formel de suspension de paiement avec effet immédiat. J'ai entendu le bruit étouffé d'un plateau en argent touchant le sol. Puis la musique s'est arrêtée. Je suis retourné dans le salon juste à temps pour voir le chef cuisinier enlever son tablier. Il n'a pas dit un mot à mes parents. Il a juste fait un geste à son équipe.
20 serveurs et 4 cuisiniers de renommée mondiale ont commencé à emballer systématiquement leurs couteaux et à se diriger vers la sortie. Les invités du gala sont restés figés, leur verre à moitié plein. Alors que le personnel s'évaporait simplement, Béatrice a commencé à hurler, exigeant de savoir ce qui se passait, tandis que Charles se tenait au centre d'une fête inachevée, regardant une pièce qui était soudainement devenue très silencieuse et très froide. Ils n'étaient pas choqués par ce qu'il m'avait fait. Ils étaient juste choqués que j'arrête de jouer le jeu. J'ai regardé le chaos se dérouler avec un détachement clinique, mon esprit dérivant déjà sur les années que j'avais passées dans l'ombre. Pendant que Chloé était occupée à cultiver une audience sur les réseaux sociaux et que mes parents perfectionnaient leur rôle de mondain de la côte, j'étais au fond des tranchées du monde de la logistique. J'avais commencé avec un investissement de départ de 500 000 € provenant d'une fiducie secrète sur laquelle ils n'avaient jamais pris la peine de poser de questions. J'ai pris ce modeste début et j'ai baptisé Zenith Global Logistique pour en faire un empire de 5,2 milliards d'euros, un audit d'entrepôt tard dans la nuit et un accord sur le tarmac à haut risque à la fois. Ils voyaient une vagabonde avec un passe-temps logistique, mais je voyais un réseau d'approvisionnement mondial qui servait les entreprises les plus puissantes de la planète. J'ai passé une grande partie de ma vie dans des hangars d'aéroports pleins de courants d'air et des bureaux froids, pendant qu'ils passaient leur temps lors de dîners mondains à se moquer de mon absence de voiture. Je ne les ai pas corrigés. Je ne les ai jamais corrigés. Leur mépris constant n'était pas un fardeau. C'était mon plus grand avantage tactique. C'était la chaîne invisible du survivant. En permettant à ma famille de me considérer comme un échec, je m'étais inconsciemment offert le luxe ultime, la vie privée. Je construisais une forteresse, un bastion financier où personne ne me cherchait. S'ils avaient su que je prospérais, ils auraient essayé d'occuper mon monde. Ils auraient exigé des sièges au conseil d'administration, siphonné mes profits pour leurs projets de vanité et étouffé ma vision avec leur sentiment de légitimité. Au lieu de cela, j'ai porté leurs insultes comme une armure. Chaque fois que Charles riait du prix de mon billet de train, j'autorisais une acquisition internationale. Chaque fois que Béatrice suggérait que je déménage dans les chambres de bonne pour économiser sur le loyer, j'étendais notre flotte de direction dans un nouveau pays. J'ai réalisé que la version de l'amour de ma famille avait toujours été un abonnement où l'on s'attendait à ce que je paie la facture avec ma propre dignité. J'avais été l'investisseuse silencieuse de leur image parfaite pendant des années, mais l'investissement n'avait jamais rapporté de bénéfices. J'ai réalisé qu'un cœur vide ne peut être rempli par un nom hérité, et j'avais finalement cessé d'essayer de gagner une place à une table qui avait été construite sur mon propre travail volé. Je n'avais pas besoin de leur validation pour être puissante. J'avais passé des années à construire mon propre ciel, et je l'avais fait si silencieusement qu'ils n'avaient jamais remarqué que le sol se dérobait sous leurs pieds. Ce n'était pas une crise. C'était une comptabilité attendue depuis longtemps. La maison est devenue visiblement plus froide alors que l'air nocturne commençait à s'infiltrer par le vestibule, le chauffage ayant été l'un des premiers systèmes à faiblir après que j'ai désactivé le fond central. Charles se tenait au centre du salon, ignorant les petits fours à moitié mangés et les plateaux de boissons abandonnés qui jonchaient les tables en marbre. Il a tapé sur un verre en cristal avec une petite cuillère en argent, réclamant l'attention des 50 invités qui étaient restés pour assister au drame qui se déroulait. Béatrice se tenait à ses côtés, son sourire mondain répété n'étant plus qu'un fin masque de désespoir. Ils ont commencé leur annonce par la phrase qui avait été l'hymne de ma vie, « La famille passe avant tout ». Ils ont dit à tout le monde, à voix basse et avec une fausse inquiétude, qu'en raison de mon instabilité financière continue et de mon passe-temps d'expédition défaillant, ils n'avaient pas d'autre choix que de prendre le contrôle de mon avenir. Ils ont annoncé à toute l'élite présente qu'ils liquidaient mes parts restantes dans le fonds familial pour couvrir les dettes croissantes du domaine et pour soutenir la carrière de Chloé. Ils ont présenté cela comme une miséricorde, comme s'ils me rendaient service en me débarrassant du fardeau d'actifs que j'étais clairement trop incompétente pour gérer. Chloé s'est alors avancée, les yeux brillants d'un mélange de cupidité et de triomphe non dissimulé. Elle a parlé fort de sa nouvelle vice-présidence chez Lumière Communication, l'agence de marketing dont elle s'était vantée toute la soirée. Elle s'est vantée de son salaire à 6 chiffres et du bureau d'angle dans lequel elle emménagerait le mois prochain, qualifiant cela de début d'une nouvelle ère pour le nom de la famille. Elle m'a regardé et a suggéré avec une pointe acérée de condescendance que je pourrais peut-être trouver une place comme son assistante personnelle une fois que ma petite entreprise de logistique aurait finalement coulé. Je me tenais dans le coin de la pièce, appuyé contre un radiateur froid, regardant la performance avec un œil clinique. Je savais que Lumière Communication avait actuellement 30 millions d'euros de dettes. Je savais que leur conseil d'administration implorait un renflouement depuis plus de 6 mois.
Et je savais que Zénith Global avait finalisé l'acquisition de cette même agence il y a tout juste 2 heures. C'était moi qui avais autorisé l'audit approfondi qui finirait par exposer chaque métrique gonflée que Chloé avait utilisée pour obtenir sa promotion. L'humiliation publique était censée être la frappe finale contre ma dignité, mais pour moi, ce n'était qu'un point de données supplémentaire sur un graphique en chute libre. Ma mère s'est tournée vers moi, sa voix résonnant pour que chaque invité puisse entendre, et m'a dit que je devrais être reconnaissante qu'ils utilisent mes parts sans valeur pour quelque chose d'utile pour une fois. Elle ne me voyait pas comme une fille. Elle me voyait comme une ressource à exploiter au profit de Chloé. J'ai regardé les invités, le même cercle de personnes qui avaient passé des années à regarder à travers moi comme si je faisais partie de l'architecture. Ils ont hoché la tête en signe d'accord, plaignant la fille qui ne correspondait pas au moule du succès mondain. Ce n'était pas une réunion de famille. C'était une liquidation transactionnelle de caractère. J'ai senti un calme m'envahir, le genre d'immobilité qui précède juste un effondrement structurel majeur. Ils avaient passé des années à compter les voitures de Chloé et mes trajets en train, mais ils n'avaient jamais pris la peine de compter le coût de leur propre cruauté. Le compte familial était officiellement à découvert, et je ne couvrais plus le déficit. Mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois avec une alerte prioritaire de mon vice-président des acquisitions. L'affaire était conclue. Zénith Global Logistique avait officiellement acquis Lumière Communication, l'agence de marketing où Chloé pensait être une étoile montante. Je l'ai regardé de l'autre bout de la pièce, riant avec un groupe de mondains, et je n'ai absolument rien ressenti. J'ai ouvert le portail de gestion interne et autorisé une restructuration complète de son département. J'ai signé moi-même l'ordre de licenciement pour son poste, avec effet immédiat. Ce n'était pas un acte malveillant. C'était une liquidation nécessaire d'actifs redondants et incompétents. Mais la donnée la plus dévastatrice est arrivée dans la pièce jointe chiffrée suivante. Mon équipe juridique privée avait terminé l'audit de mes dividendes détournés, des fonds que j'avais secrètement injectés dans les comptes familiaux pour faire tourner ce domaine. J'ai découvert un écart de 5 millions d'euros. Charles avait falsifié ma signature sur des dizaines de documents pour siphonner cet argent vers ses comptes personnels au cours des 3 dernières années. Il n'avait pas seulement été un mauvais homme d'affaires. C'était un criminel, volant la fille qu'il appelait publiquement un échec. J'avais même discrètement neutralisé les signaux d'alarme auprès de Bercy pendant 3 ans, ordonnant à mes comptables personnels d'enterrer ces fraudes juste pour m'assurer qu'ils ne déclencheraient pas un contrôle fiscal avant que je ne sois prête à rendre ma propre version de la justice. Je me tenais là, dans le froid silence du couloir, réalisant la profondeur de l'illusion. Mes parents et ma sœur ne faisaient pas réellement partie du monde de l'élite qu'il habitait. Ils louaient simplement leur importance avec mon travail volé. C'était la réalisation ultime de l'illusion du pouvoir dans un portefeuille vide. Quand vous n'avez aucun caractère interne, vous devez voler l'apparence externe du succès juste pour survivre. Toute leur identité mondaine n'était qu'un abonnement qu'ils ne pouvaient plus se permettre. Je me suis frotté les yeux, ressentant une clarté soudaine et aiguë. Ce n'était plus une rupture familiale. C'était la comptabilité médico-légale d'une fraude à long terme. Charles et Béatrice avaient passé des années à convaincre le monde que j'étais invisible tout en utilisant ma richesse pour briller. Ils étaient choqués que j'ai arrêté de jouer le jeu, mais ils allaient être encore plus choqués quand la facture légale arriverait enfin. Calme, factuel et létal. C'étaient les seuls outils qu'il me restait. À l'intérieur, mon écran brillait d'une autre sorte d'aube, faite de faits et de représailles silencieuses. Charles a marché vers moi, le visage déformé par un mélange de rage alimenté par le cognac et de fierté blessée. Il m'a dit que j'avais embarrassé la famille pour la dernière fois devant ses pairs, et il m'a ordonné de sortir de sa maison immédiatement. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai simplement regardé ma montre et noté qu'il restait exactement 2 minutes au programme. Je lui ai dit que je n'allais nulle part pour le moment, mais qu'il était le bienvenu s'il voulait essayer de me jeter dehors. Le sol a commencé à vibrer à ce moment-là, un bourdonnement à basse fréquence qui semblait faire trembler les fondations même du domaine. Les invités se sont tus, leurs yeux filant vers le plafond alors que les lustres en cristal commençaient à teinter les uns contre les autres. Béatrice a agrippé le bras de Charles, demandant si c'était un tremblement de terre, mais le son était trop rythmé, trop intentionnel. C'était le son d'une vérité de 5,2 milliards d'euros qui arrivait enfin pour le dîner. 3 élégants hélicoptères de transport lourd noir mat ont franchi la limite des arbres en formation parfaite, leurs pales fouettant la pelouse parfaitement entretenue dans une frénésie.
C'étaient des machines de prédateurs d'une valeur de 13 millions d'euros chacune et elles descendaient directement vers le jardin privé. Le puissant souffle descendant a envoyé les compositions florales de créateurs et les nappes en soie volées dans la piscine à débordement, transformant le gala parfait en un champ de débris en quelques secondes. Béatrice a commencé à crier à propos du bruit et des voisins, mais je l'ai fait taire d'un seul regard. Mon équipe juridique avait déjà dégagé la trajectoire de vol auprès des autorités aéronautiques locales et viré le montant maximum des amendes pour nuisances sonores au secrétariat de la mairie. Sur la côte normande, la paix et la tranquillité sont à vendre et j'avais simplement surenchéri pour avoir le droit d'être bruyante. Je n'aime pas être interrompu par les autorités locales lorsque je mène une prise de contrôle d'entreprise. Le premier hélicoptère s'est posé avec une précision militaire, suivi immédiatement par les deux autres. Les rotors ont commencé à ralentir et les lourdes portes coulissantes se sont ouvertes. Le capitaine Dubois est sorti sur l'herbe, son uniforme impeccable et son expression illisible. Il a ignoré les mondains stupéfaits et les membres du conseil d'administration recroquevillés, marchant droit à travers la pelouse ruinée pour se tenir devant moi. Il a fait un salut militaire et a annoncé que la flotte avait été livrée comme demandé et que tous les systèmes étaient opérationnels. J'ai rendu le salut avec désinvolture et je me suis tourné vers ma famille. Charles avait la bouche grande ouverte, le visage de la couleur d'un vieux parchemin alors qu'il fixait l'insigne de Zénith Global sur l'appareil. J'ai plongé la main dans mon sac et j'en ai sorti 2 liasses de documents juridiques. J'ai tendu la première à Chloé, la résiliation formelle de sa vice-présidence dans l'entreprise que je possédais désormais. J'ai tendu la seconde à Charles, l'audit de falsification de 5 millions d'euros, et l'avis de saisie de Zénith Patrimoine. Charles, ne me regarde pas avec cette défiance pathétique. J'ai les preuves irréfutables de tes falsifications. C'est un crime passible d'un minimum de 10 ans de prison ferme. J'ai racheté cette dette à la banque, ce qui signifie que je suis maintenant la seule victime de ton crime. Si tu pars maintenant et que tu signes la décharge t'engageant à ne plus jamais me contacter, je garderai la police judiciaire en dehors de ça. Ma clémence a un prix, et ce prix est ta disparition totale de ma vie. Je leur ai annoncé qu'ils avaient eu raison sur un point. Je n'étais pas juste une employée en logistique. J'étais la propriétaire qui subventionnait leur vie depuis 3 ans, et le bail de leur arrogance venait d'expirer. Le silence qui a suivi mon annonce était plus lourd que le vent glacial de la côte. L'élite de Deauville, ceux qui avaient passé la soirée à chuchoter sur mon style de vie minable, ont commencé à se retirer vers l'allée, évitant tout contact visuel en passant devant les hélicoptères noirs tournant au ralenti sur la pelouse. Béatrice s'est effondrée dans l'une des chaises de jardin humide et hors de prix, le visage recouvert d'un masque de maquillage ruiné et d'une terreur sincère. Elle a cherché ma main, la voix brisée alors qu'elle me suppliait de penser au nom de la famille. Charles se tenait à côté d'elle, l'avis de saisie tremblant dans sa main, sa bravade précédente alimentée par l'alcool remplacée par le regard creux d'un homme qui réalisait enfin que son trône était construit sur du vent. Je les ai regardés tous les deux et je n'ai ressenti aucun élan de triomphe, seulement la froide finalité d'un audit terminé. Vous pensez que vous possédez encore ce sanctuaire? Non. Ce manoir est la propriété de ma holding depuis 3 ans. Vous vivez ici comme invité avec un contrat de location à 0 € que vous avez signé sans le lire. Mais voici l'ordre d'expulsion déjà signé par le juge du tribunal de Lisieux. Vous avez violé les clauses d'entretien et de fraude financière. L'huissier de justice sera là dans 30 minutes pour l'appliquer. Vous avez exactement 30 jours pour déménager vos effets personnels, mais les serrures seront changées au moment même où je monterai dans cet hélicoptère. Je ne suis pas un monstre, Charles. Je ne demanderai pas à la gendarmerie de vous traîner dans la neige le soir de Noël. Vous avez jusqu'à exactement 8 heures demain matin. À 8h01, les serrures seront changées, et toute personne encore à l'intérieur sera traitée comme un intrus. Je leur ai dit que la maison qu'ils avaient traitée comme une forteresse de leur supériorité était déjà vendue à une association de protection du littoral normand. D'ici 1 mois, ce manoir ne serait plus un monument à leur vanité. Il serait reconverti en station de recherche pour ce même environnement qu'ils avaient ignoré en comptant leur voiture. Chloé a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle fût petite et fragile. Elle a demandé comment je pouvais être si sans cœur au point de mettre ma propre sœur à la rue, surtout après qu'elle ait perdu son travail. Je ne lui ai pas rappelé qu'elle avait passé les nombreuses dernières années à essayer de m'enterrer dans l'ombre de son véhicule électrique de luxe. Je lui ai simplement dit que je ne la mettais pas à la rue. Je lui donnais la même chose qu'il m'avait donnée pendant une décennie. L'opportunité de trouver sa propre voie sans qu'on lui tende la main. Je lui ai tendu un billet de train aller simple pour Paris,
en seconde classe. Je lui ai dit que si elle était aussi brillante et couronnée de succès qu'elle le prétendait, elle n'aurait besoin de rien de plus pour recommencer à zéro. Alors que l'équipage commençait à charger le reste du traiteur du gala, chaque dinde 5 étoiles et chaque plat que j'avais payé, dans l'hélicoptère de transport, je n'ai ressenti aucune culpabilité. Récupérer ces ressources ne concernait pas la nourriture. Il s'agissait de la finalité de quitter une table où je n'avais jamais été véritablement la bienvenue. Le capitaine Dubois a tenu la porte ouverte, sa présence stable offrant un contraste saisissant avec la volatilité émotionnelle derrière moi. Avant d'embarquer, j'ai signé l'autorisation numérique finale pour établir la bourse d'études Éléonore Zénith. J'ai décidé de prendre les 5 millions d'euros que Charles avait falsifiés et siphonnés. Et au lieu de simplement les reprendre, je les ai transformés en un fonds de dotation permanent pour les étudiants méritants qui, comme moi, commençaient avec rien d'autre qu'un rêve et la volonté de travailler dans l'ombre. C'était la justice de ceux qui partent de rien. J'ai réalisé que la meilleure vengeance n'est pas le feu qui brûle le pont, mais la lumière qui illumine le nouveau chemin que vous avez construit seul. Ma famille s'était concentrée sur la justice de la punition, s'inquiétant de savoir qui possédait quelle voiture et qui s'asseyait à quelle table, mais j'avais choisi une forme supérieure de victoire. En bâtissant un empire qui fonctionnait indépendamment de leur approbation, j'avais rendu leur moquerie totalement hors de propos. Leurs insultes n'avaient pas été un mur. Elles avaient été la piste de décollage que j'avais utilisée pour prendre mon envol. Je suis monté dans l'hélicoptère et j'ai senti la vibration familière des moteurs qui s'allumaient. Alors que nous décollions, j'ai regardé les lumières de la côte se rétrécir en de minuscules étincelles insignifiantes en dessous de nous. J'ai vu le manoir, la maison de mes parents qui n'avait jamais été vraiment la leur, devenir de plus en plus petite jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un toit parmi des milliers d'autres. J'ai regardé l'horizon sombre et j'ai réalisé que pour la première fois en 35 ans, les chaînes invisibles avaient disparu. Je n'étais plus la fille décevante ou la vagabonde. J'étais simplement Margot, et le ciel était enfin à moi. Assise dans la cabine alors que nous longions la côte, je me suis surprise à penser à vous tous. J'en suis venu à réaliser que beaucoup d'entre nous vivent une histoire comme celle-ci en ce moment même. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, qu'on se moque de vous pour vos choix pratiques ou qu'on vous qualifie d'échec parce que vous n'accomplissez pas le succès selon les termes de quelqu'un d'autre, je veux que vous vous souveniez de quelque chose d'important. Le pardon ne consiste pas toujours à laisser l'autre personne revenir dans votre vie. Parfois, il s'agit d'équilibrer les comptes et de vous libérer de la dette de leurs attentes. Ceci est ma lettre à ceux d'entre vous qui se sont toujours sentis à la marge de leur propre famille. Vous n'êtes pas invisible parce que vous manquez de valeur. Vous êtes invisible parce que vous construisez quelque chose de trop grand pour que les personnes à l'esprit étriqué puissent le voir. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer de les convaincre de votre valeur. Laissez-les continuer à compter leurs voitures et leurs titres pendant que vous continuez à construire votre forteresse en silence. Un jour, ils lèveront les yeux et réaliseront que pendant qu'ils étaient occupés à garder une cage dorée, vous possédiez déjà le ciel. Vous avez le pouvoir de redéfinir votre propre héritage. Il n'appartient pas aux personnes qui partagent votre ADN. Il appartient aux personnes qui vous voient réellement. Le succès n'est pas une performance. C'est une réalité qui n'a pas besoin d'un public pour être vraie. Alors, continuez à travailler. Continuez à charbonner dans l'ombre. Et quand le moment sera venu, ne vous contentez pas de vous défendre. Prenez votre envol. Ne vous contentez pas de survivre à leur sous-estimation. Utilisez-la comme une piste pour décoller.